Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureuses de vous accueillir ce matin pour ce webinaire consacré donc à la facturation électronique. Je suis Anne-Julie Mougel, expert comptable associée de Grant Thornton en charge de notre département expertise conseil à Lyon. Et j'ai le plaisir d'animer ce matin cette présentation avec Elvire et Sandrine que je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde, Elvire Tardivon-Lorizon, je suis avocate associée au sein de Grant Thornton Société d'avocats en charge de la practice TVA Commerce International. Bonjour à tous, Sandrine Charrois-Guttmuller, je suis associée chez Grant Thornton et je suis responsable du conseil en système d'information pour les régions. Alors, notre présentation va durer environ 45 minutes. Ensuite, nous répondrons à vos questions. Vous avez à disposition un chat pour interagir et poser vos questions. Vous êtes nombreux ce matin. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous reviendrons vers vous après cette présentation ou vous pouvez nous contacter directement. Vous avez nos coordonnées dans l'invitation ou dans le support qui vous sera transmis à l'issue de ce webinaire. Ce webinaire sera également enregistré et vous sera envoyé donc juste après. Alors, au sommaire ce matin, donc, nous allons rappeler le contexte et les enjeux de la facturation électronique. Puis on abordera plutôt les aspects réglementaires et notamment fiscaux avant d'évoquer la démarche à suivre pour mettre en œuvre concrètement cette réforme. Vous l'avez noté, si nous sommes trois avec chacune nos spécialités, c'est parce que même si c'est avant tout une réforme en matière de TVA, comme nous le précisera Elvire tout à l'heure, elle touche de nombreux domaines, donc la fiscalité et son pendant comptable, mais également l'organisation interne, les process et les systèmes d'information. L'objectif ce matin, au-delà de la présentation technique qu'on va vous faire, c'est avant tout d'arriver à vous convaincre qu'en préparant et en anticipant la mise en œuvre de cette réforme, on peut véritablement transformer ce qui semble être une contrainte en une opportunité pour les entreprises. Alors, pour débuter cette présentation, on va commencer par le contexte. Il me semblait important de rappeler quelques éléments, notamment au niveau international. La situation, elle est assez variée en fonction des continents et si l'Europe et l'Amérique sont plutôt avancées, l'Afrique et l'Asie sont un petit peu en retard sur ces sujets. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ont été les premiers pays à mettre en œuvre la facturation électronique dès le début des années 2000. Chez nos voisins européens, la situation actuelle, elle est également assez hétérogène, notamment avec un calendrier inégal de déploiement. En Europe, l'Italie a été le premier pays à avoir véritablement rendu obligatoire la facturation électronique pour le secteur du B2B à partir de 2019, avec des gains, alors c'est un peu difficile à estimer, mais les gains ont été estimés par la Commission européenne à plusieurs milliards depuis la mise en œuvre de cette réforme. En France, depuis le 1er janvier 2020, l'obligation est faite à toutes les entreprises d'envoyer leurs factures à destination de la sphère publique au format électronique via la plateforme Chorus Pro. Et il y a déjà eu près de 140 millions de factures qui ont été échangées depuis 2017. Alors même si les transactions interentreprises sont possibles via cette plateforme, ça reste quand même très très faible pour le moment compte tenu du surcoût pour les entreprises. Alors, dans ce contexte, Elvire, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les objectifs de la réforme en matière de facturation électronique ? Alors, les objectifs de la réforme, il y en a plusieurs qui ont été exposés dans l'ordonnance, à savoir 4 en fait objectifs s'agissant de cette réforme de la facturation électronique. Le premier et le plus important, c'est évidemment lutter contre la fraude à la TVA, qui, vous le savez, s'élève à des milliards d'euros au niveau européen, donc 135 milliards d'euros au niveau européen, ce sont les derniers chiffres connus au titre de 2020, et 14 milliards d'euros en France, avec une perte de 8% de la TVA qui était attendue en 2020. Donc l'objectif principal, c'est cette lutte contre la fraude à la TVA, avec la mise en place de contrôles automatisés, je reviendrai dessus, qui vont être faits par l'administration fiscale dans le cadre de cette réforme de la facturation électronique. Le deuxième objectif, c'est renforcer la compétitivité des entreprises via un allègement de la charge administrative, une diminution des délais de paiement des factures,
un gain de productivité et un coût de la facturation de la facture électronique qui est inférieur à une facture papier ou EDI ou signature électronique qualifiée. Troisième objectif, piloter plus efficacement l'activité des entreprises en bénéficiant d'une information en temps réel. Donc, l'administration fiscale considère qu'elle pourra faire un meilleur pilotage de la politique économique au plus près de la réalité. Et enfin, dernier objectif, mais à terme, parce que ce n'est pas, ça ne va pas être mis en place dans les 2 années à venir, un pré-remplissage de la déclaration de TVA. Donc, ça va pouvoir permettre un pré-remplissage de la déclaration de TVA, la CA3, mais à terme. Donc, retenez bien que l'objectif principal de cette réforme, c'est la lutte contre la fraude à la TVA avec la mise en place par l'administration fiscale de contrôles automatisés, des régimes TVA appliqués et des mentions sur facture. Alors, au niveau réglementaire, qu'est-ce que vous devez retenir de cette réforme? On a un décret et un arrêté du 7 octobre 2022 qui sont venus nous donner des précisions sur la mise en place de la réforme de la facturation électronique, à savoir le e-invoicing et e-reporting. Première chose, c'est le calendrier d'application de la réforme. Alors, on a plusieurs dates parce que cette réforme, elle va être mise en place en 3 étapes en fonction de la taille de votre entreprise. Avant l'entrée en vigueur de cette réforme au 1er juillet 2024, il y a 2 dates à retenir. Une date qui est septembre 2023, où il y aura une ouverture de services d'immatriculation des plateformes partenaires de dématérialisation. Et en décembre, une certification des plateformes qui auront voulu être homologuées par l'administration fiscale. Donc en décembre, seulement en décembre 2023, on connaîtra les plateformes partenaires de démat qui ont été homologuées et certifiées par l'administration fiscale. Entrée en vigueur de la réforme pour les grandes entreprises au 1er juillet 2024 avec une obligation de réception des factures par voie électronique, mais également une obligation d'émission des factures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 1er juillet 2024, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, seront obligées d'être en mesure de recevoir des factures électroniques, c'est-à-dire d'avoir un point d'accès au portail public de facturation, et ça, quelle que soit la taille. En revanche, pour l'émission des factures électroniques, il y aura 3 grandes dates à retenir. 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises. Donc, on vous rappelle les critères pour être considéré comme une grande entreprise. C'est avoir plus de 5000 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. Et, c'est cumulatif, une condition cumulative, un total de bilan supérieur à 2 milliards d'euros. Ces grandes entreprises, elles rentreront dans la réforme, dans l'obligation d'émission des factures électroniques au 1er juillet 2024. Deuxième date, 1er janvier 2025, les ETI. Donc, les ETI, des salariés entre 250 à 5000 salariés, un chiffre d'affaires entre 50 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros, ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Elles rentrent dans la facturation électronique s'agissant de l'émission des factures au 1er janvier 2025. Enfin, toutes les autres entreprises, donc toutes celles qui restent, PME, TPE, micro-entreprises, rentreront dans l'obligation d'émission des factures électroniques au 1er janvier 2026. Donc, toutes les autres, à savoir celles qui ont moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Donc, une réforme qui est mise en place en 3 étapes, 1er juillet 2024, 1er janvier 2025, 1er janvier 2026. Ça peut vous paraître loin, mais ce n'est pas le cas. Pour les grandes entreprises qui vont rentrer au 1er juillet 2024, pour pouvoir rentrer, je dirais, sereinement dans cette réforme,
il faut compter 18 mois pour anticiper et analyser tout ce qui doit être fait pour l'entrée dans cette réforme au 1er juillet 2024. Alors, les nouvelles notions à connaître, e-invoicing et e-reporting. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. On voulait vous rappeler les définitions. Donc, déjà, la facture électronique, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Il va y avoir une obligation d'émission, de transmission et de réception des factures sous format électronique. 3 formats seront admis dans le cadre de cette réforme. Le format XML C2I, le format XML UBL et enfin un format mixte que l'on appelle facture X avec un fichier XML et un fichier PDF. Seuls ces 3 formats de facture seront admis dans le cadre des transmissions au PDP et PPF. Donc ça, c'est le e-invoicing. Les factures seront envoyées au final au portail public de facturation, lequel transmettra toutes les informations à l'administration fiscale afin que cette dernière puisse procéder à des contrôles automatisés du régime TVA et des mentions sur facture. Deuxième notion à connaître, le e-reporting. En quoi consiste le e-reporting? C'est une obligation de transmission à l'administration fiscale de certaines informations relatives évidemment à des opérations commerciales qui sont non concernées par le e-invoicing. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de doublon entre e-invoicing ou e-reporting. Les transactions rentreront soit dans le e-invoicing, soit dans le e-reporting, mais pas dans les deux. Il y aura une transmission sous format évidemment dématérialisé, c'est la raison pour laquelle on parle de e-reporting. Il y aura une transmission de données de transaction, mais également de données de paiement. Donc, par exemple, pour votre information, devront être transmis en tant que données de transaction la catégorie de transaction, par exemple livraison de biens, prestation de services, opération mixte, le montant total hors taxe de la transaction et la TVA correspondante, la date de la transaction. À titre d'exemple, il y a beaucoup plus de données qui devront être transmises. En matière de données de paiement, l'administration demandera par exemple que lui soit transmis la date d'encaissement effectif, le montant encaissé, le taux de TVA appliqué et le numéro de la facture. Et cela à titre d'exemple. Toutes ces données seront transmises au portail public de facturation, lequel transmettra à l'administration fiscale. Le champ d'application de la réforme, lequel est-il? Les textes sont assez compliqués. Dans la foire aux questions sur impôts.gouv, c'est aussi assez abscon. Donc, on vous a fait un petit schéma synthétique pour que vous puissiez retenir l'essentiel de cette réforme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les opérations B2J, donc on va dire avec le secteur public, sont déjà entrées dans la facturation électronique via Chorus Pro entre 2017 et 2020. Depuis 2020, quand vous avez des interactions avec le secteur public, vous passez déjà par le portail Chorus Pro, qui sera redénommé portail public de facturation à compter de 2024. Donc, toutes les transactions B2J en France sont déjà dans la facturation électronique. Elles le seront évidemment toujours en 2024. En B2B, donc prestations entre assujettis à la TVA, business to business, en domestique, donc française, tout ce qui est transactions françaises, elles rentreront dans le e-invoicing, donc à savoir échange électronique des factures. Pour le e-reporting, seront concernés le B2J à l'international, le B2B à l'international, donc toutes les transactions entre assujettis à l'international, et enfin, tout le B2C, domestique et international. Le e-reporting sera applicable pour ces transactions B2C. Le périmètre d'application.
lequel est-il? Donc, on revient sur les notions de e-invoicing, e-reporting et l'archivage numérique des factures. Donc, pour la transmission électronique des factures, elle se fera par le biais de première possibilité, le portail public de facturation. Deuxième possibilité, les plateformes partenaires de démat. Troisième possibilité, une combinaison de ces plateformes, sachant qu'au final, tout sera envoyé au portail public de facturation. Mais vous pourrez ne pas envoyer directement vos factures au portail public de facturation, mais en fait, envoyer vos factures à une PDP, une plateforme partenaire de démat, laquelle enverra au portail public de facturation. Vous pourrez également, vous, en tant qu'entreprise, faire appel à des opérateurs de démat que l'on n'a pas mentionnés ici, parce que les opérateurs de démat ne seront pas des plateformes certifiées, homologuées, et que de toute façon, ces opérateurs de démat devront obligatoirement envoyer les factures à la PPF. Donc, ce que vous devez retenir, c'est deux plateformes que vous pouvez mixer, plateforme partenaire de démat et PPF, sachant que la PPF est un chemin obligatoire. En matière de e-reporting, vous devrez, dans certaines situations, transmettre les données de transaction et des données de paiement. À titre d'information et de synthèse, on vous a listé ici les opérations concernées par le e-reporting. Les principales, évidemment, opérations concernées par le e-reporting, sachant qu'il y en a d'autres. Donc, on vous rappelle que seront concernées par le e-reporting, donc toutes les ventes B2C en France, donc les ventes à des non-assujettis, pour faire plus simple, toutes les ventes B2B à l'international, donc à savoir les exportations, les livraisons intracommunautaires, toutes les prestations de services B2C rendues à un particulier ou à un non-assujetti, domicilié établi en France, dans l'UE et hors UE, tout ce qui concerne les ventes à distance, donc à savoir les ventes de biens qui partent de France à destination d'un autre État membre à des non-assujettis, et les ventes de biens à des particuliers hors UE, les acquisitions intracommunautaires très importantes sont concernées par le e-reporting, donc à savoir tous vos achats de biens que vous faites dans l'Union européenne avec un flux physique UE-France sont visés par le e-reporting. Et enfin, les achats de services auprès d'entités établies hors de France, donc UE et hors UE. Et là, vous voyez bien que l'objectif de l'administration, c'est de s'assurer que toutes les règles de territorialité de TVA sont correctement appliquées par chacun d'entre vous, par chacune de vos entreprises. Donc, toutes ces règles complexes de territorialité, l'administration va les vérifier de manière automatisée et pourra vous poser des questions via des contrôles sur pièce lorsqu'elle recevra les informations. En matière d'archivage numérique, que devez-vous retenir? Donc, tout d'abord, le principe, c'est que vous devez archiver vos factures pendant 6 ans d'un point de vue fiscal, 10 ans d'un point de vue commercial. Petite nouveauté issue de la loi de finances pour 2023, les factures émises sous format électronique devront être conservées pendant 6 ans sur support numérique, ce qui n'était pas le cas précédemment. Mais dorénavant, donc depuis le 1er janvier 2023, une facture émise sous format électronique doit être conservée sur support numérique. Les factures émises en EDI ou en signature électronique qualifiée, donc c'est à savoir les factures électroniques au sens fiscal du terme, devront être conservées pendant 6 ans sous ce format original. Donc voilà pour l'archivage numérique des factures avec ce petit changement issu de la loi de finances pour 2023. Les caractéristiques de la facture électronique, lesquelles sont-elles? Donc, il devra y avoir
une authenticité de l'origine, une intégrité du contenu de la facture et une lisibilité de la facture, ce qu'on connaissait déjà, ce qu'il y avait déjà dans les textes fiscaux. La loi de finances pour 2023 actualise les méthodes de sécurisation des factures émises sous format électronique. Vous le savez, avant la loi de finances pour 2023, il existait 3 types de factures ou 3 procédés pour garantir une facture. La signature électronique qualifiée, où vous faisiez appel à un prestataire pour authentifier la facture, l'EDI fiscal, et enfin la piste d'audit fiable TVA, lorsque vous, entreprise, vous ne receviez pas et n'émettiez pas que des factures avec signature électronique qualifiée ou que des factures EDI fiscales. Vous le saviez, vous étiez tenu de rédiger un document qui s'appelle la piste d'audit fiable TVA. On a cru qu'avec l'entrée de la réforme de la facturation électronique, il n'y allait plus avoir de piste d'audit fiable TVA. Ce n'est pas le cas. Il y aura toujours besoin d'une piste d'audit fiable TVA si vous êtes une entreprise qui n'émettait pas et ne recevait pas que des factures EDI, que des factures signature électronique qualifiée. Vous serez toujours tenu de rédiger cette piste d'audit fiable TVA qui pourra vous être demandée dans le cadre d'un contrôle fiscal. En revanche, il y a la mise en place d'un 4e procédé qui va être autorisé par l'administration fiscale et qui va authentifier une facture, c'est le cachet électronique qualifié qui est, on va dire, qui a un même niveau de certification et d'authentification que la signature électronique qualifiée. Toutefois, si vous émettez ou recevez des factures avec un cachet électronique qualifié, vous serez tenu de rédiger une piste d'audit fiable TVA. Alors, quelles seront les nouvelles obligations ? La facturation électronique, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, c'est 3 formats qui sont admis, XML-UCB, XML-C2I et la facture X qu'on appelle le format mixte. Toutefois, il a été indiqué par l'administration fiscale dans le cadre de réunions qu'il y aurait une tolérance jusqu'au 31 décembre 2027 par laquelle seraient acceptés des fichiers PDF simples à charge pour les plateformes de dématérialisation partenaires de convertir ces factures PDF simples sous un des 3 formats admis. Donc, jusqu'au 31 décembre 2027, seront admis les PDF simples si vous utilisez une plateforme partenaire de démat ou si vous utilisez également la PPF, parce qu'on a posé cette question à l'administration fiscale, laquelle nous a confirmé que même si vous n'utilisiez que la PPF, sans transmettre vos factures par l'intermédiaire d'une PDP, la PPF pourrait en fait transformer ces factures PDF simples en un des 3 formats requis par l'administration fiscale. Mais toutefois, sachez qu'une facture à compter du 1er juillet 2024, 1er janvier 2025, si vous rentrez dans la réforme le 1er janvier 2025, ou 1er janvier 2026, ne pourra plus être adressée directement à votre client. Elle devra obligatoirement passer par les plateformes avant d'être transmise à votre client. Le e-invoicing, sachez que les factures seront transmises au fil de l'eau si vous passez par le PPF ou dans les 24 heures du dépôt de la facture sur la PDP si vous passez par des PDP. Pour le e-reporting, les données seront transmises, la fréquence des données dépendra en fait de votre régime TVA. Donc, si vous êtes par exemple au régime normal mensuel, ce qui est le cas de la plupart des entreprises françaises, les données de transaction devront être transmises 3 fois par mois, tous les 10 du mois. En revanche, les données de paiement en régime normal TVA seront transmises tous les mois. Donc, retenez,
données de transaction 3 fois par mois si vous êtes en régime normal mensuel, données de paiement, transmission 1 fois par mois. Je laisse la parole à Anne-Julie qui va vous expliquer le schéma en Y. Oui, en effet, le schéma en Y, le modèle en Y qui est proposé par l'administration matérialise les flux de facturation et de données. Donc, ça synthétise un peu ce qu'Elvire vient de dire. D'un point de vue technique, les entreprises n'ont pas la possibilité de se transmettre directement des factures entre elles. Et donc, elles peuvent passer, vous voyez, soit par la plateforme de dématérialisation, comme on vient de le dire, ou des opérateurs de dématérialisation, on en reparlera juste après avec Sandrine, soit directement par le portail public de facturation, qui s'appuie déjà sur le modèle Chorus Pro qui est en service et qui gère toute la partie secteur public. Le dispositif qui est prévu prend en compte le degré de maturité numérique des entreprises. Donc en effet, en fonction de votre avancement en matière technologique ou organisationnelle, vous avez vraiment ce choix plateforme ou portail public de facturation. On reviendra tout à l'heure sur l'intérêt de passer par les plateformes également. Toutes les données remontent obligatoirement par le portail public, on l'a dit, et la DGFiP n'aura donc qu'un seul interlocuteur pour la réception des données au lieu d'avoir à récupérer toutes les informations par les PDP. Alors, qui dit réforme fiscale ou obligation fiscale dit également sanctions. Donc, le CGI a en effet prévu de nouvelles sanctions pour les entreprises ou pour les opérateurs de plateforme. Les sanctions, c'est 15 € par facture pour les assujettis s'il y a une anomalie dans l'émission de facture électronique, avec un total qui ne peut pas dépasser 15 000 € par année civile. Et s'il y a une omission, un manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation, donc sur l'obligation de transmission des données, c'est pareil, c'est une amende de 15 € à la charge de la plateforme, avec cette fois-ci une limite par année civile de 45 000 €. Il y a une mesure de tolérance qui est pour le moment appliquée. Donc, en cas de première infraction au cours de l'année ou au cours des 3 années précédentes, et si l'infraction a été réparée spontanément, ou dans les 30 jours d'une première demande de l'administration, eh bien l'amende ne sera pas applicable. Alors Sandrine, nous avons brièvement évoqué les plateformes de dématérialisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur fonctionnement et surtout sur la démarche à mettre en œuvre? Alors, tout à fait. Elvire vous a indiqué plusieurs fois l'existence de ces plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP. Donc, pour synthétiser, ce sont vraiment des prestataires de services. Donc, la plateforme est une solution logicielle, un outil qui va vous permettre de gérer différentes actions, différentes fonctionnalités au niveau de la facturation électronique. Alors, pourquoi on les appelle des PDP? Parce qu'en fait, elles sont en train de répondre à un cahier des charges assez volumineux demandé par l'administration pour se faire attester, certifier et avoir un numéro d'immatriculation de PDP. Et en fait, elles seront contrôlées également régulièrement par l'administration pour confirmer qu'elles répondent toujours à leurs obligations et à ce cahier des charges, et notamment à des caractéristiques de la facture électronique que citait tout à l'heure Elvire. Donc, qu'est-ce que vont pouvoir faire en fait ces plateformes de dématérialisation partenaires? Si je synthétise et je regarde leur rôle vraiment, elles vont sur toute la partie facturation électronique du fournisseur au client, donc la partie invoicing que citait Elvire. Donc, elles vont pouvoir émettre, transmettre et recevoir aussi ces factures électroniques. Donc, ces PDP, Elvire le disait, elles vont pouvoir convertir la facture établie par le fournisseur dans un format qui va convenir au client. Et les caractéristiques principales en fait qu'elles vont devoir garantir, c'est effectivement l'intégrité des données, leur authenticité, la lisibilité et l'exhaustivité aussi des données qui circulent sur cette plateforme, sur cette PDP. Après, sur le champ e-reporting, elles vont également avoir des rôles importants, notamment tout ce qui est remontée d'informations au niveau de l'administration fiscale. Et elles vont pouvoir extraire des données clés, Elvire en citait tout à l'heure,
pour, à partir de la facture, les identifier, les remonter à l'administration fiscale, et également pour tout ce qui n'est pas sujet de la facturation électronique, eh bien, elles vont transmettre également des données de transaction à l'administration ainsi que les données de paiement avec les quelques exemples que citait tout à l'heure Elvire. Donc, c'est vraiment un élément clé dans le dispositif, les PDP. Je le rappelle, c'est elles qui vont se connecter au portail public, le PPF. Et il y a également d'autres opérateurs, les OD, qui, eux, ne seront pas immatriculés, certifiés par l'administration, mais qui pourront également jouer un rôle important dans l'émission et la réception des factures électroniques. Et ces opérateurs-là se connecteront soit au PDP, soit directement au portail public de facturation. Donc, on voit qu'on a différentes solutions, effectivement, qui vont voir le jour. Je rappelle, les PDP sont en cours, en fait, de réponse à l'administration et elles seront connues, officialisées, comme le disait Elvire tout à l'heure, septembre 2023. Pour l'instant, c'est ce qui est communiqué. Alors, concrètement, si on regarde maintenant un petit peu plus processus et outils, comment on peut mettre en œuvre un processus dématérialisé. Alors, je vous propose d'abord de regarder la partie fournisseur. Donc, vous avez ici des fonctionnalités qui vont pouvoir être dans des solutions de dématérialisation. La première étape, c'est effectivement, on va réceptionner différentes factures en entrée. Alors, soit on a le portail de nos fournisseurs, soit on peut avoir aussi une émission, une réception de mails sur une boîte mail générique, les EDI, je vais en parler, encore des courriers. Donc, pour tout ce qui n'est pas électronique, l'idée, c'est qu'il va falloir bien évidemment réceptionner ce type de facture et avoir un traitement de numérisation. Donc là, on est en amont de ces solutions de dématérialisation et donc on va envoyer ces factures-là dans l'outil de dématérialisation. Pour tout ce qui est non électronique, il va y avoir ce traitement de numérisation et de reconnaissance en fait des données clés, donc notamment le fournisseur, le code société qui est facturé si on est dans un groupe, et on va capturer des données clés, les montants, les quantités, etc. Donc, cette reconnaissance de données clés sur les factures, elle va progresser, elle va s'améliorer en fait dans les semaines et dans les mois d'utilisation, puisque en fait, ce sont vraiment des programmes d'intelligence artificielle, donc ils vont apprendre à reconnaître les données et apprendre de leurs erreurs. Donc, on va voir une amélioration progressive au fil de l'eau. Dans ces outils de dématérialisation, vous avez aussi toute une partie de contrôle et de validation automatique, notamment sur les données, les formats qui sont dans ces factures. Ça va permettre de s'assurer que la date est au bon format, que le fournisseur qui me l'a envoyé, il existe bien déjà dans mon référentiel. Donc, on va contrôler différents éléments sur la facture et ça, ce sera également de manière automatique, ce qui permet en fait, déjà vous le voyez dans vos processus cibles que vous allez mettre en œuvre, d'identifier les actions automatisées qui sera possible de mettre en place, et puis ensuite, quelles sont les actions manuelles que je vais conserver, et donc mes personnes qui sont au niveau de la finance, à quel moment dans le processus elles vont pouvoir intervenir. Une étape également centrale dans ces outils de dématérialisation, c'est le rapprochement par rapport à ma commande, bien évidemment, puisqu'on va automatiser aussi ce rapprochement et faire que ma facture, elle est validée à partir du moment où je retrouve mon montant, je retrouve soit on tolère un certain écart en pourcentage ou en valeur. Donc là, on va effectivement avoir un taux de rapprochement qui va aussi s'améliorer de semaine en semaine et de mois en mois au fil de l'utilisation, parce que au début, effectivement, il va falloir
que la solution reconnaisse parfaitement en fait la commande d'achat par rapport à sa facture. Et effectivement, ça veut dire aussi que nos fournisseurs doivent apprendre à avoir sur la facture fournisseur, par exemple, le numéro de commande associé pour que l'outil puisse rapprocher plus facilement. Donc, on va forcément avoir des écarts, donc des factures fournisseurs qui ne seront pas rapprochées des commandes, et à ce moment-là, elles seront dans une certaine file d'attente que manuellement, il va falloir aller consulter, il va falloir valider qu'effectivement, on a bien la commande correspondante. Donc, c'est là où on aura des actions manuelles au niveau de ce processus, et vous voyez bien que la partie amont, pour l'instant, est tout automatisée. Donc, on a quand même des impacts assez forts sur les processus et sur l'organisation, puisqu'il va falloir repenser nos actions manuelles et voir où on met les personnes de la finance, notamment, dans ces processus dématérialisés. Donc, une fois qu'on a rapproché notre commande de notre facture, on a la facture qui est validée de manière automatique ou de manière manuelle. Donc, on va pouvoir comptabiliser la facture et ça veut dire que ces solutions vont aussi pouvoir générer les écritures comptables qui sont attendues ensuite dans notre application comptable ou dans notre ERP avec le module comptable. Donc là, on va effectivement avoir cette interface-là. Ensuite, on va aussi pouvoir générer le bon à payer. Donc, on va pouvoir également avoir cette interface avec l'outil de gestion des paiements pour automatiser également l'accord pour paiement. Une fois qu'il est donné, on peut virer nos fournisseurs, par exemple. Et puis, aussi, un point important de ces réglementations, elle vient en parler, la partie archivage. Eh bien, les outils de dématérialisation vont aussi pouvoir avoir des fonctionnalités d'archivage où effectivement, dans ces solutions, on va pouvoir garder nos factures au format dématérialisé qui répondent bien aux caractéristiques et critères d'archivage que citait tout à l'heure Elvire. Donc ça, c'est vraiment la vue pour le processus fournisseur. On peut faire son pendant sur la partie facturation client, un petit peu plus court, puisque là, l'idée, ça va être au début d'émettre toutes nos factures clients. Donc, il va falloir identifier les factures qu'on va pouvoir envoyer. Donc, c'est la première étape du processus. On va les valider pour émission. Et à ce moment-là, ces outils de dématérialisation vont pouvoir transformer la facture sous un format dématérialisé qui répond aux différentes caractéristiques, encore une fois, d'une facture électronique que citait Elvire, les signer, les eurodater, et à ce moment-là, on va pouvoir les diffuser à nos clients sous différents formats, sous le format en fait qu'attendent nos clients, donc la partie mail, la partie EDI, la partie papier, puisque je rappelle effectivement que l'ensemble on a des clients qui vont encore réceptionner ce type de facture, en fait, suivant le calendrier que citait tout à l'heure Elvire. Donc ensuite, une fonctionnalité très importante dans ces outils de dématérialisation pour la partie client, c'est que vous allez avoir une gestion de factures qui va être simplifiée. Vous allez pouvoir suivre ce qui a été envoyé et réceptionné par vos clients. Donc, ça va vraiment vous permettre d'alléger en fait toute la partie manuelle de qu'est-ce qui a été envoyé, est-ce que je suis bien sûr que mon client l'a réceptionné. Vous avez toute une partie de relance, bien évidemment, un premier envoi. Est-ce que j'ai eu le paiement? Non. Donc, hop, je vais relancer. Donc, tout ça peut être géré dans des outils de dématérialisation. Et puis, vous pouvez aussi mettre à disposition le dossier client électronique. Donc ça aussi, c'est important et c'est centralisé dans ces outils de dématérialisation. Et la dernière étape, bien évidemment, l'archivage des factures électroniques transmises pour respecter cette partie des réglementations. Alors, on l'a vu, effectivement, l'idée, c'est au niveau fiscal de bien identifier le périmètre en fait que nous avons et par rapport au calendrier imposé, et en fait de le vivre derrière comme un projet
qui va toucher vos processus, votre organisation et puis bien évidemment la partie outils. Donc, des facteurs clés de succès, c'est effectivement, vous l'avez vu et on le voit de plus en plus sur le marché, il existe déjà des solutions, il y en a d'autres qui sont en train de voir le jour, il y a des plateformes qui sont en train de se faire homologuer, on va dire accréditer par l'administration. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont en SaaS, qui proposent vraiment des bonnes pratiques en termes de pratiques de processus finance. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir regarder ces outils-là et de voir ce qui correspond en fait à des processus cibles que vous voulez mettre en place et à votre organisation que vous allez repenser. Là aussi, on l'a vu, hein, nous sommes 3 autour de la table, chacune avec ses expertises. Donc, pour vivre ce projet de dématérialisation, le mettre en œuvre avec réussite, l'idée, c'est que vous ayez aussi les bons acteurs autour de la table. Il y a forcément les personnes de la finance, on a aussi les personnes de la DSI qui sont importantes, et puis toute la sphère juridique, si vous en avez en interne, sont aussi très importantes, puisque c'est, comme le disait Elvire, on a des textes complexes et qui identifient très clairement le périmètre qui est vraiment au cœur de ces attentes-là et de ces projets de dématérialisation. Donc, c'est très important de bien identifier le périmètre en amont. Et ensuite, c'est comme un projet au sein de l'organisation, un projet sur les systèmes, c'est de vraiment avoir un pilotage très fin et une conduite de ce projet-là pour le mener à bien. Alors, si on synthétise maintenant pour laisser la place aux questions et aux réponses, Anne-Julie, est-ce qu'on peut faire un point rapide sur les points clés ? Oui, alors en synthèse, les bénéfices pour votre entreprise sur ce projet de dématérialisation et donc la réponse à une réforme fiscale. Le premier qu'on a identifié, c'est de pouvoir raccourcir les délais. Donc avec la suppression du temps de traitement des factures papier, manuelles, et comme Sandrine le rappelait, avec des analyses d'écart qui vont se simplifier au fur et à mesure de la mise en œuvre du process. C'est également renforcer la sécurité, donc avec la création de workflows, mais également la sécurité des données qui sont maintenant tracées, sécurisées et archivées numériquement. C'est aussi réduire les coûts, même si en effet ce type de projet de dématérialisation peut avoir un coût important en termes de mise en place, à la fois sur les outils, sur les plateformes qui vont traiter la facturation, mais aussi en termes d'organisation, c'est-à-dire la gestion de projet, ça prend du temps et donc c'est un coût. À terme, il y a quand même une réduction des coûts qui est attendue pour les entreprises et notamment des gains en termes de délai de paiement, etc. C'est simplifier les pratiques, le quatrième bénéfice qu'on a identifié, c'est-à-dire que ce sera un format qui sera le même pour tout le monde, un format de facture qui sera universel, lisible et compréhensible par tous, et ça permettra une classification simple et rapide des informations, et les informations sont centralisées rapidement et partagées par tous. Et enfin, dernier bénéfice pour les entreprises, ça va faciliter à terme les obligations fiscales. Elvire le rappelait également, en fait, à terme, on devrait avoir la possibilité d'avoir des déclarations qui seront pré-remplies, des déclarations de TVA pré-remplies. Et puis, ça va également faciliter l'analyse d'une société au regard de ses obligations fiscales. Par exemple, en cas d'acquisition, on aura aussi des pratiques qui seront uniformisées, et donc on pourra faciliter l'analyse des données. Alors, pourquoi anticiper parce que 2024, ça peut sembler loin, mais c'est déjà demain, compte tenu du temps nécessaire pour mettre en œuvre de façon opérationnelle cette nouvelle obligation fiscale. Et puis également parce que cette réforme, on l'a souligné, a un impact significatif pour l'organisation interne, les processus, les systèmes d'information des entreprises, et qu'il est préférable d'anticiper un projet aussi structurant plutôt que de le subir. Sandrine, tu nous rappelles les différentes étapes de la démarche ? Tout à fait. Alors effectivement, pour mettre en œuvre ces projets, nous vous recommandons vraiment une démarche structurée, parce que l'idée on pense processus dématérialisé, des fonctionnalités qui sont automatisées. Donc derrière, ça va vous donner beaucoup de données
et in fine, en fait, un but ultime, ça va, avec toutes les données que vous aurez, c'est vrai que ça va vous permettre aussi d'avoir un pilotage plus fin sur ces sujets de facturation, sur vos processus au sein de vos organisations. Donc, on peut aussi voir ce but ultime au niveau de ces projets de mise en place de dématérialisation dans vos processus facture fournisseur et facture client. Donc, l'idée, c'est dès aujourd'hui, en fait, analyser vos processus existants, c'est-à-dire sur mes flux facture fournisseurs, sur mes flux facture client, quelles sont les étapes, quels sont les acteurs, et demain, se projeter en disant mon processus cible devrait être ça. Ça va vous permettre d'avoir un cahier des charges, en fait, pour trouver en fait les bonnes solutions qui correspondent à vos besoins. Je le rappelle, on a des PDP, on va bientôt les connaître, on a aussi d'autres opérateurs. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver la solution là où les solutions, Elvire le disait, on peut avoir des mix aussi de plateformes. Donc trouver là où les solutions qui correspondent vraiment à vos besoins. On pourrait très bien avoir une solution pour la partie fournisseur, une autre solution pour la partie client. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier vos processus cibles et de trouver les solutions qui correspondent à ces organisations, à ces solutions cibles, et ensuite de pouvoir mettre en œuvre ces solutions avec une nouvelle organisation, des processus beaucoup plus automatisés, et puis aussi ne pas oublier un point très important, c'est que tous les acteurs qui seront impactés par ces changements-là vont devoir être formés puisqu'il y a également avoir un certain bouleversement dans les habitudes de travail. Donc, nous en avons terminé pour la présentation du support. Nous avons vu que vous nous avez posé énormément de questions et nous vous remercions toutes parce qu'effectivement, il y a des sujets très intéressants que vous remontez dans le chat. Donc, on va essayer de répondre à certaines. On ne pourra pas traiter là dans les 10 minutes qui nous restent, mais comme nous vous le notions dans les réponses, hein, on va tout noter ces questions-là et on vous fera un retour par écrit pour les questions que nous n'aurons pas réussi à traiter. Elvire, dans les premières parties, on avait des sujets peut-être d'éclaircissement sur le périmètre, si tu veux répondre à certaines questions. Je remonte sur les questions. Donc, la première question… Attendez, Alors, la première question, c'est effectivement le périmètre. Donc, comment voir à quelle date votre entreprise va rentrer dans la facturation électronique. En matière fiscale, et particulièrement TVA, on ne raisonne que société juridique. Donc, je ne parle que du chiffre d'affaires par entité juridique. Ni chiffre d'affaires consolidé, ni intégration fiscale à ne pas mélanger. Le chiffre d'affaires de l'entité juridique, le nombre d'employés de l'entité juridique. Il y avait des questions sur les associations aussi et sur les SCI notamment, Elvire. Ouais, alors, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions parce que c'est des questions très, très particulières. Vous avez de la chance pour les associations parce qu'on vient de l'étudier pour un client. Donc, les associations ne sont pas des non-assujettis, d'accord? Une association est une entité qui est dans le champ de la TVA, mais exonérée de TVA. En vertu d'un article qui est l'article 261.7 du Code général des impôts. Or, en vertu de cet article-là, les associations ne sont pas obligées, quand elles sont à but non lucratif, évidemment, donc exonérées à but non lucratif, elles ne sont pas obligées d'émettre des factures. D'accord? Elles ne sont pas dans l'obligation de facturation. Du coup, elles ne sont ni dans le e-reporting, ni dans le e-invoicing. En revanche, si vous êtes une société qui prestait avec une association à but non lucratif, vous, société qui émettez une facture à l'attention d'une association, vous êtes dans le e-reporting. Ça, c'est pour les associations à but non lucratif exonérées de TVA. Les associations à but lucratif qui sont fiscalisées en vertu des règles fiscales, donc pour les fiscalistes qui sont derrière les écrans en vertu de la règle des 4P, elles sont dans le champ de la TVA, taxables à la TVA. Elles rentrent
dans le e-reporting, e-invoicing, comme n'importe quel autre assujetti. Elles sont assujetties taxables. Donc, voilà pour les associations. Pour les SCI, tout dépend des opérations que vous faites. Donc, une SCI, si elle fait de la location d'immeubles et qu'elle a opté à la TVA, elle est évidemment dans le champ du e-invoicing et du e-reporting. Elle est considérée comme un assujetti dans le champ de la TVA. D'accord? Donc, vous voyez bien que, comme d'ailleurs l'ont rappelé Anne-Julie et Sandrine, il est très important, avant de rentrer dans cette réforme, de faire une analyse TVA de tous vos flux, une cartographie de vos flux entrants et sortants par entité juridique, de bien vérifier le régime TVA que vous appliquez, les mentions sur facture que vous mettez, les obligations fiscales y afférentes, pour valider les régimes TVA, les corriger si nécessaire, donc mettre en œuvre les actions correctives avant de rentrer dans cette réforme de la facturation électronique. Parce que si vous y rentrez tel quel, sans avoir fait une analyse fiscale poussée et détaillée, vous allez envoyer des informations qui sont, des informations avec des régimes TVA qui sont faux, et l'administration va tout de suite le voir et va pouvoir soit diligenter un vrai contrôle fiscal sur place ou un contrôle fiscal sur pièce, ou vous poser des questions auxquelles vous aurez des difficultés à répondre parce qu'en amont, les régimes TVA n'auront pas été correctement validés et votre cartographie des flux n'aura pas déterminé ce qui rentre dans le e-invoicing ou dans le e-reporting. Alors, question suivante. Anne-Julie, Sandrine, s'il y a des questions pour vous pendant que je regarde les questions, n'hésitez pas. Hein. Il y a peut-être une question qui revient régulièrement sur le coût d'une plateforme. Effectivement, alors j'en ai noté deux sur lesquels je peux vous donner une réponse. Donc, nous avons parlé de ce portail public de facturation, nous avons également les PDP, nous avons d'autres opérateurs de dématérialisation qui ne seront pas immatriculés par l'administration et nous avons bien évidemment les éditeurs de RP. Aujourd'hui, si vous avez un ERP avec un module comptable, eh bien, des ERP du marché vont avoir des modules complémentaires qui vont permettre de générer des factures au format électronique qui respectent les critères que nous avons énoncés au début du webinaire. Ces éditeurs ne seront pas tous, en fait, accrédités PDP. Donc, vous avez différentes solutions. On parlait, il y avait une question, effectivement, sur les ERP. Oui, les ERP et les éditeurs d'ERP vont, pour certains, en fait, développer des modules complémentaires que vous allez pouvoir utiliser pour générer vos factures au format électronique. Et effectivement, que ce soit les PDP, que ce soit les opérateurs ou vos éditeurs de RP déjà existants, on aura un coût d'utilisation lié à l'utilisation de ces plateformes ou de ces outils-là, qui, selon en fait les prestataires, va dépendre soit d'un coût unitaire à l'émission de la facture. On parle aujourd'hui chez certains d'une dizaine de centimes, d'accord? Toute la partie de tarification n'est pas encore arrivée sur le marché. Et on a d'autres prestataires qui seront plus en volume, c'est-à-dire que vous aurez un prix, un tarif, si vous avez un volume de factures entre 5 000 et 7 000 factures. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'idée d'une démarche, en fait, structurée avec un cahier des charges, ça peut être judicieux si vous avez des volumes de factures importants et si on applique une tarification individuelle à la facture d'une dizaine de centimes, ça peut tout de suite représenter des coûts importants. Donc, l'idée, c'est de voir aussi avec des plateformes si c'est plus judicieux de passer par de telles plateformes que votre éditeur de RP aujourd'hui qui va peut-être vous chiffrer à la facture émise de manière individuelle. Donc là aussi, ça peut être très important de comparer les solutions qui existent sur le marché. J'avais une question sur comment on va connaître les PDP. Hein. Donc c'est à partir de septembre 2023. C'est l'administration, en fait, sur son site qui va pouvoir officialiser les plateformes qui sont accréditées. Alors, une PME, TPE peut-elle anticiper la date du 1er janvier 2006 ? Bien entendu,
C'est d'ailleurs ce qu'on conseille. Donc, toutes les trois, on vous l'a dit, c'est une réforme d'envergure qui va demander pas mal d'analyse en amont, de travail en amont. Donc, si vous pouvez l'anticiper, faites-le. La date du 1er janvier 2026 est une date obligatoire à laquelle une PME-TPE devra être en ligne avec la réglementation. Si elle décide de rentrer dans cette réforme de la facturation électronique au préalable, c'est très bien et c'est même bien mieux, j'ai envie de vous dire. Les factures interco. Une facture interco, holding filiale, c'est une facture entre B2B. Donc, oui, bien entendu, elle rentre dans le e-invoicing, e-reporting. Ce n'est pas parce que vous faites partie d'un groupe que vous êtes dispensé et que les sociétés intragroupes se rendent des services ou se vendent des biens, qu'elles sont dispensées de la facturation électronique ou du e-reporting. Pas du tout. Le seul cas qui a été souligné par l'administration fiscale de dispense du e-reporting et du invoicing, c'est le cas des groupes TVA qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Donc, si vous êtes dans un groupe TVA et que vous vous rendez des prestations intra-groupes qui sont considérées comme hors champ, elles ne tombent pas ni dans le e-invoicing ni dans le e-reporting parce qu'elles sont considérées comme hors champ de la TVA. Alors, les ventes immobilières. Anne-Julie, tu veux prendre une question? Oui, non, il y avait une question alors, sur un contexte. Il y avait une TPE sous-traitante d'un grand groupe. La TPE sera obligée de mettre en place le projet à la même date que le grand groupe. Alors, la TPE, on le rappelle, elle a l'obligation de réception des factures dès 2024, mais elle n'a pas l'obligation d'émission. Mais en effet, alors Elvire, c'est une précision qui était apportée sur contractuellement, est-ce qu'on peut nous obliger en tant que TPE à devoir émettre des factures électroniques? Au 1er janvier 2026, oui, bien sûr. Voilà. TPE, vous rentrez dans la réforme, quel que soit votre… vous êtes une TPE et comme on vous l'a dit, vous rentrez dans la réforme au 1er janvier 2026 compte tenu des critères de nombre d'employés et de chiffre d'affaires. Évidemment, il faut que vous soyez en B2B, domestique, avec de la TVA, que les conditions soient remplies. Mais autrement, vous n'allez pas être épargné par cette réforme. Alors, les ventes immobilières, donc tout ce qui concerne les actes notariés, il y a dans la foire aux questions sur impôts.gouv et sur les questions très spécifiques en matière de facturation électronique, on a pu noter que tout ce qui était acte notarié soumis à TVA rentrait bien entendu dans le e-invoicing et e-reporting. Pareil, les actes immobiliers font foi de facture. Donc, quand il y a de la TVA sur une vente d'immeuble, c'est considéré comme une facture et on rentre via le notaire dans le invoicing et e-reporting. Association, on a répondu. Piste d'audit fiable TVA. On me demande ce qu'est une piste d'audit fiable TVA. Donc, pour rappel, c'est un document qui est obligatoire depuis 2014 pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, donc quel que soit le nombre d'employés et leur chiffre d'affaires. C'est un document descriptif du process de facturation mis en place au sein de l'entreprise. Donc, un document qui décrit la façon dont les factures entrantes et sortantes sont traitées, comptabilisées, quels logiciels sont utilisés, quel régime TVA est appliqué. Et c'est un document qui doit pouvoir être mis à disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal lorsque cette dernière le demande. Donc, voilà, document très descriptif du process de facturation qui est de plus en plus demandé dans le cadre des contrôles fiscaux, qui aide l'administration fiscale à faire son contrôle, qui ne doit pas être envoyé spontanément à l'administration fiscale, mais remis lorsque cette dernière le demande. Et pour les grandes entreprises et ETI, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il est systématiquement demandé lors de contrôles fiscaux. Et ce document est obligatoire depuis 2014.
Alors, quelle différence entre la signature électronique et le cachet électronique? C'est simplement une différence de méthode, mais ça aboutit au même résultat, donc authentification de la facture, lisibilité de la facture, certification du contenu, c'est simplement une autre méthode. Une signature électronique, vous faites appel à un prestataire externe qui appose une signature certifiant l'authenticité de la facture. Un cachet, pareil, prestataire externe, c'est un cachet au lieu d'être une signature. On n'a pas tellement plus d'informations à ce stade, mais c'est juste un procédé d'authentification de la facture différent qui aboutit au même résultat. Un template de facture sera-t-il proposé par l'administration fiscale? Non. Pas de template de facture proposé par l'administration fiscale. Vous avez les règles dans le Code général des impôts. À l'article 242 nonies, l'administration fiscale considère que vous devez être en ligne avec ce que doit comporter une facture, notamment d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue fiscal. Donc, toutes les obligations en matière de facturation, mention obligatoire commerciale, mention obligatoire fiscale. Alors, il y a une question qui revient 2 fois sur la précision au niveau du processus pour l'envoi des factures aux clients. Donc, effectivement, au 1er juillet 24, toutes les sociétés ont l'obligation de recevoir leurs factures fournisseurs en format dématérialisé, mais pour l'envoi des factures clients, effectivement, suivant la taille, je veux dire on reparlait tout à l'heure, vous n'avez pas l'obligation d'émettre ces factures au format électronique. Donc, c'est pour ça que sur le schéma, vous avez la possibilité d'émettre en mail, en EDI, en courrier, en format dématérialisé ou non, c'est le temps en fait qu'on arrive jusqu'au 1er janvier 2026. Donc, on aura en tout cas des flux parallèles potentiellement en fait en fonction de là où vous en êtes dans le calendrier, mais votre client il recevra un seul format bien évidemment de facture. Alors, il y a en effet encore beaucoup de questions, mais je vois qu'on a dépassé l'heure prévue pour ce webinaire. Donc, comme on vous l'a dit, on va centraliser les questions et y répondre par mail lors de l'envoi de la présentation. En tout cas, on vous remercie vraiment de votre présence ce matin. C'est un sujet, on le voit, qui passionne beaucoup de monde de par son impact sur les entreprises dans les années à venir. On est à votre disposition. Vous avez nos coordonnées pour échanger sur ces sujets et vous accompagner au mieux dans la mise en place de cette réforme de la facturation électronique. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci à tous.